Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 150 et aujourd'hui, je fais la distinction entre self-care et self-presence ou présence à soi et où sont les limites de chacun. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre cet épisode à quelques semaines de Noël et c'est tout blanc dehors, c'est très, très joli et même si je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement l'hiver, je suis contente, j'apprécie l'esthétique de l'hiver, même si comme, je le répète à beaucoup de personnes, si j'avais un parti politique, ce serait un parti politique d'hibernation et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, je suis une de ces personnes qui vit beaucoup avec la, dépression saisonnière, mais tu sais, je prends de la vitamine D puis tout ça pour vraiment m'assurer de 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 m'adapter à ça, mais n'empêche, mon niveau d'énergie descend durant cette saison et puis plus j'ai commencé à, travailler avec mes cycles, que ce soit mes cycles, hormonaux ou, mes cycles saisonniers comme ça, je suis de celles qui bénéficieraient beaucoup de ralentir pendant la saison d'hiver et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je suis sûre que je suis pas la seule, mais malheureusement, on vit dans une société où ces cycles-là ne sont pas respectés, hein, on le sait très bien et hem, j'imagine cette espèce de utopie où pendant l'hiver, ben, les heures de magasin sont réduites, on travaille moins, on a moins de requêtes ou de livrables qui sont mis durant ces périodes. L'économie ralentit, mais les besoins ralentissent aussi et ça donne plus d'espace aussi pour faire du bénévolat, voir nos amis, voir d'autres personnes qui sont hem, des ressources ou des moments de ressourcement qu'on sous-estime bien souvent en pensant qu'on a juste besoin de manger, avoir une maison, dormir pour prendre soin de soi. Mais toute cette connexion à l'humain, cette connexion aux autres qu'on peut pas faire quand on est dans un 9 à 5 ou qu'on travaille 60 heures semaine ou qu'on a une famille puis qu'on est très, on est dans une famille nucléaire, qu'on est très exclu de nos communautés, puis surtout l'hiver où c'est de plus en plus difficile de sortir le soir avec le changement d'heure, puis il fait noir, puis on n'a pas envie d'aller voir du monde. Ben, je pense que si on avait des périodes d'hibernation comme ça ou que c'était introduit dans notre, façon de vivre, je pense qu'il y aurait des vraiment grands avantages. Mais bon, je vous parle pas de ça parce que je vais lancer un parti politique. Je parle de ça parce que c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui qui est le soin et surtout, plus spécifiquement, le self-care. Puis je trouve que le self-care, j'utilise le terme anglais parce que, hem, je trouve que c'est très, il est beaucoup plus juste que, dire prendre soin de soi ou de choses comme ça parce que c'est vraiment retourner sur le self, hein. C'est vraiment genre le soin de soi et puis je pense qu'aussi dans notre imaginaire collectif, on utilise beaucoup ce terme-là, fait que je vais l'utiliser au fur et à mesure de notre conversation, mais sachez que c'est parce que c'est vraiment délibéré, puis, parce que je trouve qu'encore une fois, l'anglais, puis il y a beaucoup de réflexions sur le fait aussi que c'est un concept plutôt américain ou britannique. L'anglais a cette économie de mots que j'aime et moi, j'ai une relation, très réfléchie autour du self-care parce que, si vous êtes comme moi puis vous avez été sur les, réseaux sociaux quand dans l'avènement, par exemple, d'Instagram puis tout ça, on a vu beaucoup,
puis que vous êtes dans les milieux du coaching et des choses comme ça, on a vu beaucoup cette montée de l'industrie du self-care et des professionnels du self-care qui vont, euh, qui vont montrer différentes routines, prendre son bain, allumer des chandelles, prendre des vacances, tu sais, cette espèce de philosophie du soin et du plaisir, mais très individuelle. Et ça m'a toujours un peu titillée parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de performatif, premièrement, dans beaucoup de self-care. Il y a quelque chose de très privilégié aussi, hein, c'est pas tout le monde qui peut prendre 1 heure, tu sais, genre si tu as 3 ou 4 enfants à la maison, ouais, prendre ton heure de bain avec tes chandelles, 1, c'est peut-être pas possible, puis 2, hem tu sais, c'est un peu, ironique de penser: «Ben, voici ton heure maintenant», genre comme, de part et d'autre, retourne à ta vie, quand même assez chaotique et épuisante. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose qui m'a toujours un peu dérangée hem, dans l'injonction du self-care et j'ai, tu sais, je lis là-dessus, je suis pas la seule, encore une fois, qui ressent une genre de pression autour de ça que je trouve qui est un peu mal placé. Puis là, j'ai sorti quelques infos qui pourraient être intéressantes à, à considérer pendant qu'on entre dans cette conversation. Je suis allée sur le site du International Resource Inc., hein, IRI, qui est une entreprise de big data qui fournit des analyses prédictives et de l'intelligence de marché pour ses clients. Puis, sur ce site-là, il y avait un rapport sur l'industrie du self-care, justement, et c'était intéressant de voir que cette industrie, parce que je cherchais combien elle était évaluée, cette industrie est évaluée à 450 milliards de dollars américains. Hein. On ne parle pas de millions, on parle de milliards. 450 milliards de dollars pour l'industrie du self-care. C'est énorme. C'est juste incroyablement énorme. C'est probablement des industries en croissance euh, qui ont eu le plus gros boom dans les dernières années. Et une des raisons qui explique cette, ce montant-là, ce chiffre-là, c'est que de plus en plus, notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays, comme les soins de santé deviennent eux aussi de plus en plus chers, ce qui fait que la majorité des gens doivent prendre en charge leur propre santé. Petite gorgée de thé, j'avais quelque chose dans, dans la gorge. Doivent prendre en charge leur propre santé. Et ben ça va passer par autant des soins comme, bon, des médecines alternatives, hein, comme la chiropratie ou l'ostéopathie ou des choses comme ça, mais aussi plein d'autres pendants du soin qui pourraient aller autant du coaching à justement là, s'acheter des chandelles parfumées ou des choses comme ça, tu sais, de l'aromathérapie maison ou tu sais, des choses comme ça. Et ça inclut aussi, bien entendu, la santé mentale, hein, le soin de notre santé mentale qui, dans le monde des entrepreneurs, dans l'entrepreneuriat, est l'enjeu numéro 1. Puis là, encore une fois, quelques données, là, selon un article que j'ai lu dans Le Devoir et qui était daté du 9 mai 2023, la santé, puis là je cite, la santé mentale des entrepreneurs s'effrite selon un rapport de la Banque de développement du Canada publié mardi. Le contexte économique actuel, en particulier l'inflation, est montré du doigt. Et il y a eu un sondage qui a été fait. Selon ce sondage réalisé auprès de 1500 propriétaires de PME entre le 20 février et le 3 mars 2023, 45% des répondants ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale. Une hausse de 7 points par rapport à février 2022. Donc, le pourcentage d'entrepreneurs étant satisfaits tous les jours de leur santé mentale a pour sa part diminué, passant de 72 à 64. Et ces nouvelles données abondent dans le sens d'autres études, comme celle de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, intitulée Au bord du gouffre, la santé mentale dans les PME canadiennes. On pouvait notamment y lire que 66% des propriétaires de PME étaient au bord de l'épuisement professionnel en février 2022. Et j'ai pas de misère à le croire, tu sais, je veux dire, je travaille comme coach, ça fait longtemps que je suis dans cette
industrie-là aussi, même si, tu sais, pour moi, je suis beaucoup dans le marketing, mais veux pas, on travaille avec des humains, puis on puis je le vois, tu sais, genre, je le vois auprès des personnes qui veulent rentrer dans mes programmes, je le vois auprès de mes clients, je le vois auprès de mes collègues, je le vois sur les réseaux sociaux, hein. La santé mentale des entrepreneurs, c'est un enjeu vraiment, vraiment, vraiment important et je vais vous référer à un épisode qu'on avait enregistré avec, Tessadit Ouidir sur le burn-out. Donc, je vais mettre le lien aussi par rapport à ça, là, parce que, tu sais, veux pas, avec le stress qui est mis socialement et économiquement sur toute la population, ben, les entrepreneurs qui prennent déjà un niveau de stress plus élevé, à cause de l'insécurité de leur business, à cause de l'insécurité de leur industrie des fois, ben, c'est sûr que, tu sais, ça va créer un niveau de risque plus élevé. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de ces chiffres-là, puis qu'on a parlé de ces problématiques-là, puis comment elles sont, imbriquées, hein, parce que si nos gouvernements sont pas capables de nous offrir des soins, hem, adéquats, ben là, on va être obligés de nous dépenser de notre poche pour aller le chercher et là, ça va créer genre des opportunités d'affaires pour beaucoup de gens, mais ça va aussi créer, d'autres problèmes où, le capitalisme devient un peu genre la solution à notre problème, qui est un problème collectif et qui est un problème communautaire. Puis tu sais, là, on parlait des États-Unis où les soins de santé sont de plus en plus, le prix des soins de santé est de plus en plus élevé, mais ici au Québec, même si nos soins sont «gratuits» entre guillemets, c'est très difficile d'aller chercher des soins de qualité à cause qu'il y a trop de pression sur le système, à cause que, on peut pas justement, avoir accès, tu sais, c'est des listes d'attente interminables, avoir un psychologue, c'est presque impossible, tout le monde est complètement booké. Tu sais, il y a comme un goulot d'étranglement dans le système qui fait que, ben, on en revient un peu à la même à la même, situation où on peut pas avoir ces soins-là. Et donc, entre le self-care qui, devient un peu l'alternative, qui est l'alternative, consommable de ce genre de soins et qui revient dans la responsabilité de l'individu, tu sais, un peu malgré lui. Ce qui me mène à cette réflexion pour déconstruire un peu, le self-care et dans mon opinion, puis dans ma réflexion, pour moi, ben, tu sais, c'est vraiment clair que cette industrie, elle est basée sur l'incapacité de nos nations et gouvernements de prendre soin de nous. Et de ce fait, ça devient aussi une industrie oppressive qui met la responsabilité de notre bien-être sur nous-mêmes. Et pourquoi je dis qu'elle est oppressive? Parce que dans le monde dans lequel on vit, hein, avec de l'inflation, avec genre des crises de logement, avec beaucoup d'instabilité politique, avec toutes ces choses-là, ben là, ça devient un peu comme ben, chaque personne doit être en charge de rester un bon citoyen, faire de l'argent pour pouvoir survivre, être productif, et cetera, et cetera. Fait que là, on peut imaginer comment, tu sais, cette pression-là, puis là, comme bam, genre on fait un burn-out, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu sais, on a presque même pas l'espace pour faire un burn-out parce que si on fait un burn-out, la business ferme, l'argent rentre plus, puis il y a personne qui va nous aider à travers tout ça. Fait que, tu sais, le stress est élevé, et ça devient oppressif dans le sens que, c'est une pression qui est mise sur nous de pouvoir s'adapter à cette pression externe-là et donc, hem et donc ça devient comme une double une double pression. Hem et dans cette double pression, de façon sous-jacente, il y a une vision capitaliste et extractive de l'humain. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que encore une fois, tu sais, il y a cette attente dans nos systèmes économiques puis dans nos systèmes, sociaux qu'on va être des bonnes machines productives, qu'on va, être capable de huiler nos mécanismes pour pouvoir continuer à produire et produire et produire selon ce que le système demande de nous. Et donc, quand on n'est pas considéré comme une machine productive adéquate, comme par exemple dans un burn-out ou quand on a de l'anxiété chronique ou qu'on est en dépression ou même qu'on est invalide pour d'autres raisons, handicapé ou peu importe, des handicaps
physiques ou mentaux ou psychologiques, ben là, on n'est plus un bon citoyen, entre guillemets, parce qu'on n'a pas réussi à prendre soin de nous, de soi, adéquatement. Et naturellement, qui dit responsabilité, dit culpabilité. Donc, c'est pas long que cette responsabilité du self-care, pour rester un bon citoyen, rester une bonne entrepreneur, rester une bonne mère à la maison, rester, tu sais, genre, de faire sa part, entre guillemets, ben c'est sûr qu'après ça, si on n'y arrive pas, si on fait pas assez tu sais, si on n'a pas suffisamment pris de vacances, on n'a pas suffisamment consommé, tu sais, de cassettes de méditation, des cassettes, je trouve ça drôle, tu sais, de programmes de méditation, si on n'a pas réussi à genre faire notre yoga puis prendre soin de notre corps, si on n'est pas ben là, on est comme: «Je suis pas digne de me reposer», tu sais? Genre parce que même quand je me repose, ben, j'ai cette pression de dire, ou même quand j'arrête, j'ai cette pression de dire, ben, il faudrait que productivement, je sois en train de me régénérer. Ce qui est comme genre l'ultra paradoxe du self-care. Parce que plus on sent cette responsabilité de se régénérer, plus on va consommer des vacances, des bains mousseux, des chandelles, et plus l'anxiété revient parce qu'on n'est juste pas capable de dealer avec la pression. Salut les ambitieuses, je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, hein, les dernières années ont été rough pour beaucoup d'entrepreneurs. Pour certaines, ça a voulu dire de retourner sur le marché de l'emploi, pour d'autres, redéfinir ses offres ou changer sa clientèle. Et au cours des 8 dernières années, j'ai vu des centaines d'entrepreneurs motivés et pleines de talent obligés de fermer les portes par manque de rentabilité ou de momentum. Parce qu'on va pas se mentir, hein, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, il n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans sa vision, peu importe les tempêtes qu'on rencontre au fil des ans. Mais faut pas se faire d'illusions, ton énergie est limitée. Tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts. Et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton entreprise, même quand le monde est sans dessus-dessous. Cet hiver, je vais ouvrir les portes de mon nouveau programme signature, Autopoésis. Ça fait plus de 6 mois que je travaille sur cette hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire travailler dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. T'es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Rejoins la liste d'attente pour être aux premières loges lors de l'ouverture des inscriptions et profiter des rabais, bonus et autres goodies que je réserve à la première cohorte qui bénéficiera du prix le plus bas auquel le programme sera vendu. Pour t'inscrire, c'est facile, rends-toi sur mtamarque.com/AP, mtamarque.com/A comme Annie et P comme papa, et entre tes infos. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. Alright ma chère, c'est à mtamarque.com/AP. Oublie pas que si tu cherches le lien, il est dans les notes de l'épisode. Et maintenant, de retour à notre émission. Et là, on en arrive à la roue de hamster du bien-être. Puis j'ai trouvé ça intéressant, c'était dans un post Instagram de Kirby Criddle, je vais mettre le lien vers le post, où elle parlait de la roue de hamster du bien-être. Parce que ce qui arrive, c'est que là, justement, tu sais, on commence à faire et à consommer de plus en plus dans cette sphère du self-care parce que, justement, on a cette pression qui nous dit qu'on doit se régénérer, puis que sinon, on va faire un burn-out, puis que sinon, on va plus être capable d'être productif.
Et à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle chose dans notre routine de self-care, si on l'entend souvent, ben notre système nerveux puis notre corps, tu sais, veut pas, ils ont besoin de le process. Ils ont besoin de l'assimiler puis de l'intégrer. Mais on lui donne encore plus de travail parce que dans le fond, tu sais, on lui dit: «OK, ben même juste un bain mousseux, tu sais, ça a l'air comme, hem, calme et tout ça, genre, mais tu sais, c'est un stimuli pour notre corps, tu sais. C'est un stimuli qui est peut-être pas, habituel pour lui. Fait que là, il est comme: «OK, genre l'eau chaude, les odeurs, tu sais, tout ça ici, qui peut avoir un effet bénéfique si on lui laisse pas le temps de s'intégrer à notre corps puis de dire: «OK, ceci est un endroit safe, ceci est un endroit où je peux, faire baisser la pression ou peu importe», ben ça devient un stimuli de plus qui doit encore tu sais, qui devient une charge cognitive cognitive et même presque pas et une charge somatique même de plus qui, hem, est faite en background, en arrière-scène et qui nous empêche de vraiment comme se reposer, tu sais? Parce que plus on donne à notre corps, du travail, même si ce travail semble plaisant, sans le laisser se reposer, puis se régénérer, puis intégrer, ben, on réactive le stress constamment. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup intégrer les périodes, d'intégration dans mes programmes, tu sais, qui essaye de laisser le plus d'espace possible aux gens pour pas toujours avoir des devoirs, pas toujours comme focusser sur c'est quoi la prochaine chose que je dois faire parce que même quand on travaille sur des choses qui peuvent être bénéfiques pour notre entreprise, comme travailler sur notre positionnement ou réfléchir à comment on veut servir nos clients, puis comment on veut modifier certaines choses dans notre business, ben ça prend du temps aussi pour notre cerveau, pour notre corps, pour nos façons de voir le monde, de s'ajuster puis de s'adapter. Donc, quand on fait, mettons, un programme de bien-être, 6 semaines en 6 vidéos, puis après 6 vidéos, tu vas savoir comment, même réguler ton système nerveux ou peu importe, genre, tu sais, là, genre, je donne un exemple vraiment très paradoxal, mais tu vas être beaucoup plus heureuse, tu vas connaître, genre, comme les archétypes de de tes relations de couple, nanani nanana, ben, tu sais, c'est des devoirs qu'on donne à notre corps, puis à la place, ben, tu sais, ce que Kirby Criddle, de la publication dont je vous ai, elle disait comme, ben, moins de ça, puis plus d'écoute de soi, tu sais? Parce que si on ralentit pas suffisamment pour entendre ce qui est, si on n'est pas capable de créer de l'espace en nous, on on va pas voir, hem, la réelle médecine ou le vrai potentiel, hem, de régénérescence qui est présent, probablement déjà en nous, probablement devant nous. Et là, il y a un autre concept qui est intéressant ici, puis c'est un concept que, j'ai lu, de ma mentor, et de la coach féministe Cara Lowenthal, c'est l'anxiété socialement programmée. Et c'est quoi ça, l'anxiété socialement programmée? Parce que, tu sais, souvent on va se dire: «OK, ben, j'ai pris les vacances là, genre j'ai fait les bains mousseux et cetera. Pourquoi est-ce que genre l'anxiété revient constamment? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me calmer?» Puis ben, la réponse, c'est l'anxiété socialement programmée parce que c'est une anxiété qui est causée par le fait de vivre dans une société qui nous dit constamment qu'on n'est pas assez, hein, on n'est pas assez reposé, on n'est pas assez productif, on n'est pas assez, on n'a pas assez de succès, on fait pas assez d'argent, on n'est pas assez avec nos enfants, on n'est pas assez X, Y, Z, qu'on a besoin d'être parfait pour être aimé, pour être respecté, pour être vu, pour être reconnu et qu'on doit constamment réfléchir à ce que les autres pensent de nous. Puis ça, c'est notamment genre un problème très genré aussi. Hein? Je pense que la charge mentale des femmes autour de ça est beaucoup plus élevée, puis ça a été documenté, puis ça a été expérimenté aussi. Puis tu sais, toutes ces pensées-là, hein, toute cette anxiété-là, ben, elle a été programmée dans nos cerveaux de génération en génération. Fait que, tu sais, c'est sûr que notre stress
autour de ça, elle va pas juste partir du jour au lendemain après avoir pris un bain. C'est un stress qui existe dans la façon dont notre cerveau est programmé. C'est un stress qui existe constamment quand on est comme en constante réaction traumatique. Puis là-dessus, je vous invite à, écouter, l'épisode que j'ai enregistré la semaine passée sur les archétypes traumatiques en entreprise. Parce que quand on est constamment dans cette réaction traumatique, on n'est jamais capable de ressentir de la sécurité. Donc la réponse, naturellement, à ça, mais c'est d'être capable, genre, de prendre de prendre conscience de ce qui se passe, autant au niveau de notre corps qu'au niveau de nos pensées. Puis 2, ben, encore une fois, être capable de faire du silence, être capable de faire de l'espace, être capable de, au moins, interrompre les pensées qu'on identifie comme étant celles qui génèrent constamment la réponse traumatique. Puis ça, ben, c'est un travail qui est profond, puis c'est un travail qui peut se faire avec, tu sais, plusieurs modalités, mais encore une fois, tu sais, le coaching, l'auto-coaching, c'est des choses qui peuvent nous aider au moins à identifier ces parties-là. Puis après ça, ben, il y a d'autres types de travail, comme du travail somatique, du travail de processing, des traumas, du travail, de vraiment travail avec, tu sais, même certains travaillent avec le BDSM, avec genre, tu sais, des choses qui sont très, très, très physiques pour pouvoir soigner certains traumas. Mais, tu sais, c'est à travers ces modalités de soins aussi qu'on peut, après ça, ben, commencer à désarçonner l'anxiété socialement programmée et la roue de hamster du bien-être. Ceci dit, par rapport à ce que je disais au début, puis ça, c'est quelque chose que, une autre personne que j'aime suivre et je suis dans ses programmes un peu plus spirituels, il s'appelle Fabeku Fatoumissé. Le soin, hein, le bien-être, c'est pas un enjeu individuel, c'est un enjeu collectif. Et dans nos sociétés occidentales, on en a fait un enjeu individuel. Dans des sociétés, dans d'autres sociétés, dans d'autres civilisations, dans d'autres communautés, puis je vais pas les nommer parce que je veux pas non plus mal représenter certaines cultures, mais je les ai en tête pendant que que j'en parle. Le soin et le bien-être est un enjeu collectif. C'est dans la collectivité qu'on prend soin de nous. Puis là, je vais parler de la culture que moi-même je connais, qui est comme la culture argentine ou certaines cultures latino. Tu sais, on est beaucoup plus ouvert à avoir la famille qui arrive avec genre de la bouffe, à visiter sans être invité parce qu'on veut aller prendre des nouvelles. Tu sais, il y a comme cette idée que collectivement, on est capable de s'occuper les uns les autres. Et dans n'importe quelle organisation vivante, hein, il y a il y a cette idée que l'individu n'a pas la totale responsabilité de sa survie et de son bien-être. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas genre on en sauve un, puis that's it, that's all. C'est comme on se sauve ensemble, on, on s'empuissance ensemble, on combat ensemble l'oppression ou peu importe. On est ensemble parce que c'est ensemble qu'on survit, c'est ensemble qu'on sait qu'on est en santé, c'est ensemble qu'on fait sortir tout ce qui est toxique de nos communautés, etc. Donc, le soin est un enjeu collectif. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme total, même quand on commence à réfléchir à nos entreprises et à comment on veut vivre l'entrepreneuriat. Puis c'est pour ça que j'ai voulu commencer cet épisode en parlant plus de self-care. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je veux remplacer par le self-care ou comment je comprends ce qui vient à la place du self-care. Et il y a ce concept de self-presence ou de présence à soi qui, pour moi, est vraiment une clé pour savoir comment on a besoin, quel type de soins on a besoin, sans nécessairement devenir responsable de ce soin-là.
Tu sais, donc c'est la présence à soi, c'est le soin sans la responsabilité. Puis la présence à soi, ben, ça peut passer par des questions comme: est-ce qu'on est capable de réduire le bruit dans notre tête? Hein? Ces pensées dont on a parlé là, de l'anxiété socialement programmée, ça peut se faire naturellement au niveau individuel, à travers du coaching, de l'auto-coaching, de la thérapie, peu importe, hein, même du journaling ou des choses qui sont un peu plus intuitives. Deuxième question, est-ce qu'on est capable de demander le soutien, identifier et demander le soutien dont on a besoin? Puis là, encore une fois, je vous ramène à l'épisode sur les archétypes traumatiques, mais je vous fais réfléchir aussi à tout ce qui a rapport au soutien qu'on va chercher, hein. Hem, hem, Est-ce qu'on s'entoure de personnes qui vont avoir à cœur notre succès? Est-ce qu'on s'entoure de personnes qui vont pouvoir nous aider à traverser certains challenges? Est-ce qu'on fait confiance aux autres de nous aider à traverser comme les autres peuvent nous faire confiance aussi quand le moment est venu de les aider à traverser? Parce qu'encore une fois, il y a cette notion de communauté qui est extrêmement importante euh, dans la guérison collective et individuelle. Hein? Puis ça mène à la fameuse question, est-ce qu'on est capable de prendre soin les uns des autres? Puis ça, c'est des choses que je pense que on a oublié, encore une fois, dans notre société hyper productive, hyper individualiste, hein, hyper extractive, hyper coloniale. C'est comme, est-ce que quand je pense à la communauté, tu sais, est-ce que je suis dans une communauté qui est en santé? Et est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive si on commence à voir le soin comme la responsabilité de tous? Donc, la présence à soi est l'espace pour accueillir le moment, le laisser nous traverser, écouter ce qui se passe en nous. Là-dedans, il y a beaucoup de travail aussi sur la gestion émotionnelle, sur être capable d'accueillir les différentes émotions. Puis ça, c'est quelque chose qu'on, tu sais, je le vois notamment auprès des hommes dans ma vie, tu sais, c'est quelque chose qu'ils ont eu de la difficulté à apprendre, puis même aussi des femmes, hein, tu sais, parce que justement, on est dans cette espèce de nuage d'aveuglement dans lequel, tu sais, go, 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 essaye juste de te discipliner, il faut en faire plus. Puis là, on oublie qu'il y a un processing qui est en train de se faire au niveau émotionnel, puis que les émotions nous permettent de catalyser certaines réactions, mais aussi certains événements qu'on vit. Et naturellement, ben, tu sais, c'est aussi dans ces modèles-là que moi, je réfléchis beaucoup à quel type d'espace on veut créer pour les entrepreneurs. Puis c'est pas juste une question d'avoir comme, tu sais, des réseaux, genre de réseau, tu sais, des lieux de réseautage puis des choses comme ça, mais vraiment, comment est-ce qu'on crée des espaces de soins entre nous? Puis tu sais, pour moi, un des modèles que j'adore, c'est les modèles de mastermind. Tu sais, c'est des modèles communaux où est-ce que l'intelligence collective est mise à profit des autres membres. C'est des modèles où on peut discuter, où le coaching est public, où tu sais, on est moins dans l'individuel, puis on va beaucoup chercher la médecine collective qui existe en chacun de nous. Et le nouveau programme que je suis en train de lancer, naturellement, le Autopoésis, est très, très, très axé sur cette vision de l'élévation collective ou du soin collectif. Donc, pour terminer l'épisode, parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, tu sais, on est des gens, puis en tant que femme, tu sais, il y a quelque chose de très... ou personne qui a eu l'expérience de femme, hein, qui a vécu dans cette identité, puis pas juste les femmes, il y a genre les personnes en situation d'oppression de tout genre, là, les personnes racisées, les personnes avec des handicaps. Tu sais, l'autonomie puis l'indépendance, c'est des choses qu'on veut parce qu'on nous a dit qu'on ne l'avait pas. Et c'est des choses qu'on a jusqu'à un certain degré et qui sont des bonnes choses parce que on n'est pas des enfants qui ont besoin tu sais, de se faire attacher nos souliers avant de partir, genre, tu sais, comme... Mais l'autonomie et l'indépendance ne oblitèrent pas la réalité de l'interdépendance dans nos communautés et le besoin de savoir s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont nous aider à nous
à nous élever. Et pour moi, ben, ça revient toujours à du leadership conscient, de l'entrepreneuriat conscient, tu sais, puis j'aime utiliser le terme conscient parce que c'est vraiment comme je conscientise toutes ces tensions-là qui existent, je conscientise ces réalités, je conscientise ce qui se passe en moi, je conscientise tout un tas de données qui me permettent ensuite de prendre des actions et de faire des actions et de prendre des décisions qui sont alignées avec mes ambitions, avec mes objectifs, mais aussi alignées avec le soin collectif, avec genre l'impact collectif que ça peut avoir. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous et je serais vraiment, comme d'habitude, intéressée et curieuse de savoir ce que vous en pensez, comment vous comprenez le self-care, comment vous avez peut-être expérimenté la pression du self-care et qu'est-ce que vous avez fait avec ça pour pas que ça devienne une autre injonction d'un système qui a été pensé pour extirper un maximum de nous au lieu de vraiment réfléchir à notre longévité, réfléchir à notre bien-être puis à notre bonheur. All right, tout le monde. Je vous dis à bientôt. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.